Bon, alors, nous allons commencer la deuxième partie. Si il y avait quelques questions quand même à compléter de la première partie qui pourraient être intéressantes. Alors, allons-y avec cela. Un individu qui entre en processus de conscientisation, comme on le décrivait, avec plusieurs moyens, entre autres la façon vestimentaire ou les jeux auxquels il participe ou les moments qui se donnent à travers son quotidien pour changer un peu son nombre de formes ou son paramétrage d'identification dedans de lui. Il exprime une intentionnalité quand il fait ça. Mais c'est un être psychologique qui poursuit une intention. Peux-tu me parler de l'intentionnalité, mais de donner la nuance entre l'intentionnalité au niveau où moi je l'exprime maintenant et au niveau où, quand tu parles d'énergie intentionnelle, par exemple, à des niveaux... il y a un paradoxe un peu entre un contexte de mécanicité réactionnelle totale où nous sommes et l'expression énergie intentionnelle. Bon. Premièrement, il faut faire la différenciation entre l'intention et le désir. Le désir, c'est une intention qui provient de l'ego, qui provient des sphères astrales, qui provient des tourbillons, soit manipulée par les événements extérieurs amenés par les sens à l'âme, ou soit encore par les phénomènes réincarnationnels amenés par le canal à l'âme. Le désir est donc une intention égoïque. Alors, la nuance entre j'ai l'intention de faire ça et je désire faire ça, une nuance. L'intention peut être exprimée à l'intérieur de l'homme, donc on fait la nuance entre une intention qui est un caractère divin au niveau des sphères célestes et comparativement au désir, qui est un phénomène astral qui appartient à l'âme, qui peut aussi, disons, être amené par l'astral extérieur à l'âme, le ciel, et par le biais de la pensée, faire croire à l'homme que c'est son désir à lui. Donc, l'intention peut aussi être exprimée dans la tête, dans la conscience de l'homme. L'homme peut avoir l'intention d'évoluer, et l'homme peut désirer évoluer. On ne doit pas désirer évoluer, on doit avoir l'intention d'évoluer. Celui qui a l'intention d'évoluer, évolue. Celui qui désire évoluer, évolue. Celui qui a l'intention d'évoluer, évolue et est conscient. Celui qui désire évoluer, évolue, mais n'est pas conscient. Le désir est un phénomène émotif qui fait en sorte que l'être humain, dans son évolution, va commencer par faire le même jeu que je suggère. Il va vouloir avoir des vertus. La nuance, c'est qu'il y a celui qui le fait consciemment. Je vais expliquer de quelle façon que ça se passe. Il y a donc, dans le cœur même de l'âme de l'homme, des structures virtuelles plutôt, qui vont essayer d'accumuler des vertus. Et ça sera la bonté, l'altruisme, l'anti-jalousie, etc., la compassion, les qualités que différentes religions veulent bien vendre. Et là, il bâtit un maquillage qui fait en sorte qu'à la longue, tout ce qu'il verra sera filtré par ses vertus. Donc, il verra une chose laide et pourra la trouver belle. Parce qu'il y aura la carapace des vertus qui va remplacer la carapace des défauts. Qui va faire en sorte qu'une chose belle, l'humain va dire « Ah, que c'est niaiseux », bon, carapace des défauts. Donc, celui qui évolue de cette façon, qui a le désir d'évolution, donc le désir étant astral, va lentement vouloir plagier, copier, emprunter les vies d'autrui, donc vivre avec la peau d'un autre, copier le Nazaréen, copier le Mahatma Gandhi, copier, etc., pour essayer d'être reconnu par l'extérieur comme ayant la même valeur divine ou humaine, dépendant qui on privilégie, que celui que l'on veut copier. Alors, on crée une idole, évidemment. Toutes les religions sont idolâtres, de toute façon, je l'ai déjà dit. La religion catholique romaine est idolâtre au coton. Pourquoi? Parce qu'elle prie des concepts. C'est une idolâtrie spirituelle. Ce n'est pas nécessairement une idolâtrie matérielle, mais c'est la même chose. Alors, c'est une idolâtrie, et l'individu, dans son désir d'évolution, veut essayer de rejoindre, d'être l'égal d'un tel, ou du moins d'être suffisamment évolué pour pouvoir être accepté comme son ami. Bon. Ça, c'est le désir. Alors, il y a donc l'homme, dans le contexte planétaire, qui, à l'intérieur de lui, essaie, en rebrouant des choses, de créer des vertus qui seront les copies de ce qu'il perçoit comme étant la bonté qu'on a vue tout à l'heure, la paix intérieure, la sérénité et d'autres phénomènes. Ça, c'est le désir. Maintenant, la conscience de l'homme, elle est libre. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de cette conscience libre dans l'homme. Mais même le peu de conscience dans l'homme est libre. La conscience, elle est libre. Elle n'a pas de libre arbitre, mais cela ne l'empêche pas d'être libre. Une conscience, ce n'est pas quelque chose qui pousse un objet. Une conscience, c'est quelque chose de conscient.
Une conscience, ça doit être libre seulement si ça peut être ce que c'est. Et la conscience dans l'homme n'est pas altérable. L'expression de la conscience peut subir différents paliers de coloration. Mais la conscience dans l'homme n'est pas entachable. Elle est absolument libre, elle est pure, claire, elle est libre. Il y a la conscience et la conscience dans l'homme. La conscience dans l'homme, elle vient dans l'homme, et par l'intermédiaire de différentes structures internes à l'homme, reliées au plan mental, astral, vital, etc., elle va instruire l'ego. J'explique encore une fois que l'âme est un virus qui s'est emparé de la structure corporelle de l'homme lorsque l'être humain a été projeté dans le contexte planétaire. L'âme est une condition terrestre, ce n'est pas une condition cosmique, c'est une condition terrestre, tandis que la structure corporelle, comme celle de l'homme, est une condition cosmique. Étant donné que le corps, la structure génétique, l'onde de forme vitale qui a été projetée sur la planète Terre lors de son refroidissement, dans le but de créer un corps qui un jour pourrait être habitable par de l'intelligence, de façon à ce que les sphères extra-créationnelles et créationnelles puissent avoir accès au monde refroidi, en l'occurrence les mondes les plus froids, les plus loin, les nôtres. On réussit au moins là-dedans, on est dans ce qui est le plus froid. Alors, ce corps a commencé à grandir ici et il a été presque immédiatement, et ça c'était conditionnel de toute façon à l'établissement du règne de l'intelligence sur le monde planétaire, notre Terre. Il a été envahi, investi très rapidement, non pas par un insecte, mais quelque chose dans le genre, par un virus. Les animaux même. Hein? Alors, il a été investi par un virus qui est l'âme. L'âme habitant le corps physique va maintenant être employée, c'était prévu, c'était connu des sphères d'intelligence, employée pour pouvoir régir le corps de façon à permettre une évolution adaptée au plan planétaire de ce corps. La conscience, lorsqu'elle descend et elle doit venir maintenant tenir compte de l'âme, du virus. Le virus a tellement bien envahi et structuré le corps de l'homme que si tu élimines le virus, tu tues le corps. De ce fait, l'homme ne peut pas penser éliminer l'âme, l'ego, qui se vautre dans le périsprit et dans les mémoires volatiles, comme ça. Il doit y avoir une mécanicité qui va avoir la capacité, et je dis bien la formidable capacité, de remplacer l'âme. Alors, cette mécanicité, c'est la conscience. Mais la conscience, elle doit attendre que le corps physique soit rendu à une étape de l'évolution suffisamment coordonnée, suffisamment solide, suffisamment atomisée, suffisamment énergisée, pour qu'elle ne vienne pas le détruire en s'appuyant dessus. Et lorsqu'elle commence à entrer dans certains systèmes neuroniques et elle commence à toucher l'homme par le biais d'un ajusteur de pensée. Tous les humains qui ont une âme ont un ajusteur de pensée, mais dans la majorité des cas, l'ajusteur de pensée part du périsprit. Il grimpe dans le plan morontiel et il revient dans le périsprit. Alors l'homme est connecté à lui. C'est un problème. À un moment donné, ça se coupe. Et là, l'ajusteur flotte dans le plan morontiel, l'homme commence à s'énergiser, et à un moment donné, il étrangle le canal réincarnationnel, et par le biais de questions, le biais de stimulation énergétique, il grossit la longueur de son ajusteur de pensée, et il pénètre les sphères astrales, et par la suite, il les transperce pour pénétrer les sphères supramentales. La conscience dans l'homme, elle peut faire ce que tout à l'heure j'expliquais, c'est qu'elle peut aussi engendrer le mimétisme, c'est-à-dire qu'elle peut instruire l'homme, ainsi que son ego, de jouer des jeux. Alors, elle va dire, par exemple, vêtis-toi d'une autre façon. Évidemment, la conscience qui vient dire cela, elle est libre, la conscience. Elle est libre, sauf que même si elle est libre dans son monde, elle n'a pas le contrôle du corps physique. Elle est libre. Elle n'a pas de libre arbitre. Lorsque la conscience commence à toucher le corps de l'homme, lorsque la conscience commence à transparaître par l'intermédiaire de la conscience de l'homme, donc on pourrait dire la conscience terrestrifiée, elle ne peut pas contrôler les choses encore parce que le corps n'a pas la structure pour être en relation contrôlable par la conscience. Alors, l'être humain peut dire, oui, mais ça, je ne veux plus faire ça, pourquoi je le fais encore? La conscience vient donner conscience à l'homme. Le mental s'en empare et s'en nourrit, il trouve ça absolument logique. Et le mental se rend compte que c'est pas ça qui se passe en bas. Alors, guerre entre le mental et l'astral pendant un laps de temps. Alors, la conscience, elle est totalement libre. Elle a un libre arbitre parfait dans la conscience. Mais pas dans le domaine de l'homme, on n'a pas encore le contrôle. Comme toi, tu conduis des chevaux. Tu es le contrôleur. Mais tant que ton cheval n'est pas dressé, il n'y a rien à faire.
Et toi, tu restes toujours libre, tu restes l'être humain, et le cheval ne peut pas te manipuler, tu ne peux pas devenir un peu un cheval. Il ne peut pas te colorer. Par contre, présentement, quand tu dis tourne à gauche, ben, le cheval, il donne un coup de pied à sa voisine, il exprime d'une façon très colorée, n'est-ce pas, ce que tu veux faire. Alors, elle peut détester la conscience, mais la conscience elle se sent libre, elle sait simplement que le cheval n'est pas encore dressé. Et quand le cheval finit par être totalement dressé, il n'est plus comme les autres chevaux. Si tu le laisses dans un troupeau puis que tu te présentes, un cheval du troupeau va venir voir l'homme, lui, pas les autres. Et si tu fais une course avec un cheval que tu as dressé contre un cheval sauvage, tu vas gagner. Parce qu'un cheval avec un cavalier pour l'encourager court plus vite qu'un cheval sans cavalier. Même s'il y a un pas de plus. Il y a besoin d'être encouragé. Ce n'est pas le même cheval. Et là, la conscience contrôle. Mais tant que l'être humain n'est pas un être de conscience, donc n'a qu'une âme pure, il ne peut pas prétendre au libre arbitre. Le libre arbitre est demandé par l'âme, par l'ego. Et ce libre arbitre égoïque astral n'existe pas parce que justement, il le veut. Moi, je veux un libre arbitre astralement. Nécessairement, je vais devoir te réduire à l'état d'esclave. Mais toi, tu veux aussi un libre arbitre. On est deux dans la même pièce. En partant, il y en a un des deux qui est trop. On est plus de 5 milliards. Sans compter les plantes, les animaux, les conditions climatologiques, les ouragans, etc. Alors, veut pas, on ne peut pas prétendre au libre arbitre tant qu'on n'aura pas la conscience qui va avoir la faculté d'harmoniser toutes les consciences à l'intérieur même de tous les humains. Et de ce fait, l'animal, quand il va te voir, il va immédiatement baigner dans ta conscience. Donc, il ne pourra pas t'attaquer. Il va même se nourrir de ton énergie, il va même s'approcher pour te toucher. Et il n'y a plus de problème. Avec la conscience qui va maintenant être rayonnable par ton corps physique, comme le cheval peut tirer une charge lourde ou labourer un champ, mais un cheval sauvage ne fait pas ça. Tu auras la faculté de transformer des plantes en plastique en vraies plantes. Tu pourras faire pousser ce que tu voudras. Tu pourras régler la température comme tu la voudras. Tu pourras régler les problèmes nucléaires s'il y a lieu. Tu pourras faire ce que tu voudras. Parce que tu auras su transformer le corps physique pour que maintenant le virus soit pari et qu'il permette ce corps d'exprimer la conscience qui toujours est libre. L'expression liberté de conscience, ça s'adresse à quel stade dans ce que tu décris? Tous les humains ont une liberté de conscience, mais les humains n'ont pas nécessairement la possibilité de conscientiser qu'ils ont une conscience. C'est-à-dire que l'âme, se conscientiser qu'on a une conscience, veut dire expérimenter du point de vue de l'âme l'état de conscience. Tous les humains n'ont pas la faculté dans leur âme de pouvoir expérimenter le fait qu'ils ont une conscience. Ce ne sera pas long. Oui? Du point de vue... Ça marche pas plus? OK. Du point de vue de l'ego, la conscience vole le corps que l'ego habite? Oui, exact. L'ego a-t-elle une conscience? L'ego a de la mémoire, et c'est cela sa conscience. Ça veut dire qu'il y a deux consciences qui existent à quelque part? Il y a une seule conscience, sauf qu'il faut bien s'entendre. C'est comme si on dit, par exemple, il y a l'acteur qui joue la pièce, et il y a la même pièce dans l'appareil cinématographique. Alors, on peut dire qu'il y a deux pièces. Il y en a une, c'est la photo, c'est la pellicule. Ah, c'est les mêmes acteurs avec les mêmes gestes. Mais il y a l'original qui est la pièce et il y a la photo, le film. Alors, nécessairement, c'est deux choses. C'est comme si tu te regardes dans un miroir. On va dire, crime, il y a deux moi. Il n'y a pas deux toi. Il y a une réplique et il y a toi. Bon, dans une apparence ou dans une conscience plus refroidie, on va dire, ouais, mais ils sont deux. Il n'est pas deux. Alors, il y a la conscience. La conscience est consciente de tout. Et il y a la mémoire de l'événement. La mémoire de l'événement, c'est la faculté de se rappeler d'un événement. Et pour l'ego, sa conscience, ce qu'on peut appeler conscience, n'est pas une conscience, c'est une mémoire. Mais on peut lui donner le nom de conscience. Il n'y a pas deux consciences, il y en a juste une. Alors, il y a la mémoire qui, pour l'ego, fait office de conscience. Alors, j'ai conscience que j'ai mal agi, parce que tu as en mémoire l'action. Mais avant d'agir, tu ne fais pas avoir conscience que c'était mauvais. Ah, tu n'as pas de conscience. Alors, quand je parle justement de la conscience de l'ego, ou la problématique de la conscience dans l'âme, c'est que celui-ci peut expérimenter la vraie conscience. Alors maintenant, il est conscient qu'il a une conscience. Les jeux de la On vie, parle encore de la conscience de l'ego. les jeux de la vie 1, 2 et 3, est-ce que c'est axé sur cette expérimentation-là? Non, le jeu de la vie 1, ben oui. Le jeu de la vie 1, 2 et 3, c'est axé sur l'instruction de l'ego qu'effectivement, il y a d'autres choses. Que lorsque l'âme est extra-conscientisée du corps physique, qu'il n'y a plus de pensée, plus rien, que tu restes là pour observer. Mais ces jeux-là ne s'adressent qu'à ceux qui ont de la conscience suffisamment implantée chez eux. Parce qu'il y a énormément d'êtres humains qui pourraient faire le même jeu, il y aurait des résultats, il ne serait plus là. Mais il ne s'en rappellerait pas. Il reviendrait et il dirait, ben je vais dormir. C'est comme une forme d'hypnose.
Mais c'est normal, ils ne sont pas là. Est-ce que ça répond à la question? Ben, c'est pas clair. Repose la question. C'est parce qu'il y a un combat qui se fait. Il y a un combat qui se fait entre l'ego et puis la conscience. Oui. Et puis quand même que c'est un miroir. Moi, quand je me regarde dans le miroir, je parle, mais le miroir ne me parle pas. Mais Oui, mon il parle. ego, ben, comment? Ben, tu vois les lèvres bouger et tu entends les sons. Qu'est-ce qui dit que c'est pas lui qui parle? C'est parce que tu es convaincu que c'est toi qui parles, mais il bouge en même temps que toi, puis les sons correspondent à sa bouche. Ah, c'est parce que tu as l'expérience du fait que... Mais honnêtement... Honnêtement, il y a un combat quand même. Mais- Oui, le combat, c'est la mémoire, c'est l'ego, qui se prend pour la conscience. C'est le virus. Qu'est-ce que c'est que le virus? Bon, le combat, c'est quoi? Il y a quelque chose dans l'homme, et regardez comment ça devient problématique, et tu vas comprendre le combat. Le virus, c'est quelque chose qui est typique du monde planétaire et qui appartient à la planète Terre, qui est nécessairement, comme notre corps physique d'ailleurs est planétaire, mais pas la mémoire génétique, la mémoire qui instruit le corps. Quand tu meurs, ton corps matériel réintègre la matière de la planète. L'âme doit aussi appartenir à la planète Terre, donc l'âme va dans le monde de la mort. Mais la conscience, elle est extraterrestre. Elle traverse les sphères, les sphères astrales et morontielles. Elle gagne le corps. Maintenant, elle va donner de l'instruction à l'astral. Elle va régir l'évolution du corps physique. Elle va lentement régir la structuration de l'âme. Maintenant, l'âme expérimente le contact avec la conscience et nécessairement, l'âme, lui, qui expérimente cette chose, se développe. Il découvre des choses qu'il ne connaissait pas. Il découvre qu'il y a d'autres planètes. Il découvre qu'il y a des choses. Et ces découvertes-là, nécessairement, l'âme étant typique de la planète Terre, elle veut les conserver à la Terre. D'où le fait que pendant extrêmement longtemps, l'homme qui mourait gagnait le monde de la mort, était dispersé, et ne pouvait pas prétendre à une immortalité. Et surtout pas à quitter la planète Terre. Alors, nécessairement, la Terre devait être le centre de l'univers du point de vue des archétypes, et puis tout le reste, les étoiles, c'était des lumières accrochées, etc. Maintenant, plus la conscience, à travers l'inconscience de l'ego, vient instruire l'ego, plus l'ego expérimente la conscience supramentale, l'intelligence, et lentement, l'ego finit par découvrir une saveur neuve. Et cette saveur neuve-là, c'est elle qui crée la guerre. Celui qui ne veut pas évoluer, pas de problème. Il n'y a pas de guerre. Mais quand un ego finit par dire, et c'est un problème qui ne sera pas résolvable comme cela, quand un ego finit par dire, bon, bien, soit je suis évolutif, soit je n'ai pas de libre arbitre, soit je suis manipulable et manipulé, soit j'ai des parties de ma constitution qui sont négatives, colériques, qui sont arrogantes, qui veulent toujours grimper, qui sont jalouses, soit. Je suis maintenant prêt à me plier à l'évolution, mais oubliez-moi pas. Alors se pose une question, une problématique fondamentale. Est-ce que le virus fait partie de l'évolution de l'homme? Et à l'instant où l'ego commence à penser que de toute façon le virus ne fait pas partie de l'évolution de l'homme, ah ben là, le virus tient à garder le corps. Parce que le virus a évolué dans le corps. Je ne parle pas juste du corps des 25 années qu'on a vécu dedans. Je parle des millions d'années que l'astral se réincarne dans un corps physique. Et maintenant, l'astral peut s'incarner et il a une suprématie sur les animaux. Il a une suprématie sur les conditions climatologiques. Il peut commencer à triper, à voyager dans l'espace. Il peut faire un paquet de choses. Et puis maintenant, du jour au lendemain, ben, son véhicule jouet, ben, il a une conscience qui l'a réveillé, qui l'a rendu un peu plus lucide, juste pour le faire chier, qui va venir lui ôter tout ça, puis qui va faire que l'astral va se ramasser où? Et nécessairement, tant que le virus, tant que l'ego n'a pas conscientisé que ce n'est pas ce qui va arriver, et par contre, du point de vue de l'ego, comme tout à l'heure la personne le disait, du point de vue de l'ego, l'âme vient quand même voler le corps physique. C'est que du point de vue, tant que l'ego donc n'a pas conscientisé, de son point de vue, il y a un problème. Il y a une partie de l'homme dans l'ego qui veut. Il y a toute une partie de l'anti-homme qui se dit, ben là, c'est ça. Moi, j'ai entretenu la maison pendant 3 millions d'années. J'ai mis le chauffage. J'ai inventé des choses pour la rendre confortable. J'ai tout organisé convenablement. J'ai fait le ménage pour attendre le maître. Première chose que le maître a fait en rentrant, il m'a sacré dehors. C'est sacré. Puis là, ben là, je sais que le maître s'en vient, puis je sais qu'il va perdre ma place.
Qu'est-ce que je fais? Je sors les fusils. En tout cas, je suis même prêt à mettre le feu à la maison, ouais, le suicide, mais quand même, je sors les fusils. Je commence à mettre des mines dans le champ. J'essaie de dépareiller un peu l'extérieur pour qu'il pense que c'est pas chez lui. J'envoie du monde pour l'attaquer quand il s'en vient. Et c'est ce qui arrive au niveau de la conscience. Juste parce que tu ne fais pas partie de la race du maître. Juste parce que tu ne peux pas comprendre comment il va réfléchir. Et juste parce que toi, en tant qu'égo, si tu serais le maître, tu sacrerais le serviteur dehors. Et ta projection dans le maître, dans la conscience, fait que c'est ce que tu penses qu'elle va faire. Et souvent, dans les expressions qu'on a dites, il fallait dire des choses pour briser des formes au niveau de l'ego. Pour que l'ego se rende compte qu'il y avait une certaine faiblesse. Mais c'est pas ce qui va arriver. C'est pas ce qui va arriver. Là, le maître, quand il va rentrer dans la maison, il va te transformer. Tu ne seras plus le serviteur, tu ne seras pas le maître, mais tu vas être quelque chose de palliatif entre les deux. Mais ça, l'ego ne peut pas encore le comprendre. Pourquoi? Parce que l'ego essaie de comprendre qu'est-ce qui va lui arriver quand la conscience va descendre en projetant ses propres conceptions mémorielles et limitées dans ce qu'une intelligence peut faire. On parle d'amour psychologique, l'intelligence n'aime pas. En partant, c'est au-delà. Ça, l'ego ne peut pas comprendre l'idée. C'est intentionnel, ça peut tout. Ah bon, ben ça va me sacrer dehors tout de suite. C'est moi qui ai le problème. Quand il va être là, ce ne sera plus le problème. Ben, tu ne peux pas le savoir, c'est de l'ego. C'est pourquoi il y a une grande phase qui est extrêmement importante, c'est l'instruction de l'ego. C'est pour ça qu'on a, comme je dis souvent, il ne faut pas qu'on saillisse. On se parle, on se fait des colères, on s'engueule, c'est correct ça, ça ne dérange pas. On ne doit pas haïr les parties qui sont apparemment évolutives chez soi. Tu t'es encore fait fourrer par ton ego. Ben, c'est son rôle. Mais en même temps, à chaque fois que tu t'es fourré par ton ego, ça oblige ta conscience de descendre plus d'énergie pour le contrôler. Donc, il t'aide encore à devenir plus vigilant, plus grand. Oui, mais ce maudit ego-là, à un moment donné, ce qui ne t'appartient pas, va s'en aller lui-même. C'est l'anti-homme. Mais qu'est-ce qui va arriver à cet anti-homme-là une fois qu'il va être libre de corps physique? Il va intégrer d'autres corps physiques. Et ça va faire qu'il va y avoir des humains qui vont devenir de plus en plus des ennemis de la conscience, jusqu'au jour où le monde de la mort n'existera plus. Alors, même les anti-hommes, on ne les relèguera pas au fin fond de l'univers en les oubliant. Même les serviteurs qui vont se pousser, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils ont intérêt à se rapprocher de la conscience. Et ils vont devenir de l'énergie qui va faire partie de la conscience. Mais tant que l'ego n'a pas, puis là je le dis, mais le dire, c'est un apprentissage. Mais tant que l'ego n'aura pas cette certitude, cette conscience, qu'il ne sera pas laissé pour compte, mais qu'il ne pourra pas rester le même. Mon serviteur, quand je rentre dans la maison, eh bien, il pue, tout crotté. Il y a des cheveux grands de même, tout secs. Il gratigne les murs quand il passe un cadre de porte. Il veut rester lui, mais il va rester lui, mais propre. Ah, il fait les vieux vêtements qu'il y a maintenant. On va les jeter. On va y couper les cheveux, on va y laver les cheveux, on va l'instruire. Et puis finalement, il ne se reconnaîtra plus. Il va être mieux, par exemple. Il ne voudra jamais retourner comme qu'il était. Mais suppose que pour l'anti-homme qui est quand même intellectualisé, qui est capable d'envisager des mécanicités fusionnelles, puis qui sait qu'il est possible d'avoir un processus melchisédien, c'est-à-dire une possibilité d'un rejet de la fusion avec le corps éthérique, qui est le support énergétique de la descente de la conscience chez l'humain. Est-ce que l'anti-homme peut aller jusqu'à faire un pari de dire, moi, il vaut mieux être en rejet de tout phénomène évolutif sur la planète, puis à ce moment-là, refuser la fusion avec mon corps éthérique et conserver la structure énergétique qu'il y a? Est-ce que... Il n'y a pas de libre arbitre. L'anti-homme n'a pas de libre arbitre? Non. OK. Étant donné que la quantité... Mais attention. OK, continue. Que la quantité nécessaire en Melchisédek qu'on aura besoin dans les temps à venir est complétée. Mais c'est paradoxal. C'est paradoxal dans le sens que tu as déjà dit qu'un Melchisédek, c'est quelqu'un qui avait le choix, à un certain moment, dans la mécanicité fusionnelle, de refuser la fusion avec son corps éthérique. Oui, c'est sûr. C'est sûr quoi? C'est sûr que c'est quelqu'un qui a le choix. Mais donc... mais il n'y a pas de choix. Il y a un certain nombre d'individus qui ont le choix. Non. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le choix. Non. Si on en revient un peu à mon phénomène du libre arbitre, ce ne sera pas long là-bas. Mon phénomène du libre arbitre, c'est que l'être humain a le choix. L'être humain a le choix. Effectivement, l'être humain a plusieurs choix. Mais il n'a pas le choix de choisir. OK. Puis les Melchisédek, c'est complet. OK.
Oui. Oui, pour en revenir à la notion de combat de tantôt, je ne saisis pas quand tu dis qu'il n'y a pas de combat lorsque l'ego refuse l'évolution. Il me semble que c'est là que Moi, je dirais que ce serait là qu'il y aurait le plus gros combat, justement. Non, il n'y a pas de combat quand l'ego ne veut pas évoluer. Parce que la conscience, elle reste là quand même, elle. Puis elle instruit de Non, ce qui non, devrait un être fait. instant. Il faut juste qu'on s'entende au niveau des mots. Je n'ai pas dit quand l'ego refuse l'évolution, mais c'est quand l'ego ne veut pas évoluer. Dans la majorité des cas, des égos qui ne veulent pas évoluer, qui n'ont pas cette terminologie-là dans leur tête, etc., sont des personnes qui n'ont même pas la conscience d'évolution. Le combat apparaît quand l'ego refuse l'évolution. Mais refuser l'évolution veut dire que de toute façon, il évolue. Et il en est conscient. Alors, le combat existe quand l'ego refuse l'évolution. Quand tout à l'heure, j'ai dit ne veut pas évoluer, je fais référence aux égos qui n'ont même pas ce concept-là dans leur tête. Okay. C'est simplement ça, c'est une clarification au niveau des mots. Est-ce que la conscience est l'expression de l'énergie intentionnelle, quand tu parles d'énergie intentionnelle? Ah oui, la conscience est de l'énergie intentionnelle. Puis, est-ce que l'énergie supramentale peut être... La conscience provient de l'extra-créationnalité. Elle provient de l'extra-créationnalité et c'est la condition de son expression dans la créationnalité. C'est ça. L'énergie supramentale est non intentionnelle à des niveaux où elle s'exprime sous forme d'énergie vitale. Oui. Tandis qu'à certains niveaux supérieurs d'expression, là, elle peut être intentionnelle, l'énergie supramentale. Non. Non. Elle a la possibilité de manipuler ces expressions inférieures, comme le plan éthérique, OK. Mais qui lui est exclusivement exécutoire. OK. Alors, le plan éthérique, c'est le plan vital, nécessairement. Alors, l'intelligence supramentale peut ordonner, par exemple, à une personne morte de renaître, mais c'est parce que c'est comme ça. Ce n'est pas de l'intentionnalité supramentale. Par contre, elle a le pouvoir sur la matière, pour la simple raison que la matière est une expression basse de l'énergie supramentale, l'énergie vitale, qui est l'énergie qui maintient la forme des choses. Alors, l'énergie vitale est exécutoire, tandis que l'énergie supramentale peut être ordonnante. Mais ça reste encore une fois relié à une mécanique. De l'intelligence et de la mécanique. Donc, nécessairement, ce n'est pas de l'intentionnalité. Parce que l'intentionnalité, nécessairement, ne peut pas être assujettie de l'intelligence. L'intentionnalité n'est pas intelligente, ne peut pas être intelligente. Ce qui exécute l'intentionnalité est mécanisé, donc intelligent. Oui? Quel va être le rôle de l'ego s'il se transforme? Il va-tu simplement se fusionner à la conscience? Il va devenir quoi? Bon, c'est une très bonne question, dangereuse à répondre, parce que les égos peuvent ne pas nécessairement comprendre la réponse. Alors, premièrement, l'ego lui-même va poursuivre son évolution. Ce qui crée une problématique chez l'humain, c'est que plus vous allez évoluer, plus il y aura quelque chose de noir à l'intérieur de vous autres pour vous taper dedans. Mais c'est simplement que l'ego est une forme d'énergie qui devait être de l'énergie vitale, et lorsque l'énergie a été descendue, ce qu'on appelle le virus, a attrapé cette énergie-là et l'a conservée dans un schéma mémoriel qui a constitué le monde de la mort, qui a constitué l'âme et l'ego. Quand l'individu va continuer son évolution, quand le corps physique va arriver à un contact supramental, l'ego va devoir continuer son involution, c'est-à-dire que l'ego, en réalité, va devoir devenir de l'énergie vitale. Descendant en vibration, il devient de l'énergie vitale. Devenant de l'énergie vitale, il va épaissir le périsprit, ce qui va couper totalement la connexion entre l'ego, entre ce qui reste de l'ego, pardon, les mémoires volatiles et l'âme, des sphères du monde de la mort. Donc l'homme est maintenant immortel. Plus la négociation va se poursuivre, plus ça va devenir de l'énergie vitale. Mais là, qu'est-ce qui reste? Je l'ai souvent expliqué. Quand il y aura juste de l'énergie vitale et un corps physique, donc une âme pure, l'ego, ce qui constitue l'ego, mais pas ce qui était constitué, mais les constituants de l'ego, il y a une nuance majeure, vont être projetés à l'extérieur de l'homme dans le plan morontiel, et c'est ça qui va créer le double éthérique. Alors, qu'est-ce que devient l'ego? Il devient le double éthérique. Mais après une transformation très évidente, il devient le double éthérique. Et donc, l'ego ne gagne plus le monde de la mort, il n'appartient plus au monde de la vie. Il n'appartient donc pas au monde de la mort. Le phénomène conscient, la conscience, c'est localisé où par rapport au père-esprit, par rapport à l'ego, comme phénomène énergétique? Est-ce que ça... Juste à côté de ton oreille. Mais quand ça énergise mon père-esprit, quand ça vient solliciter mon ego, est-ce que ça va au pourtour du père-esprit puis ça énergise le père-esprit? Est-ce que ça frappe une mémoire particulière? Faire attention.
l'extérieur de ta surface cutanée. Et il se termine à quelques millimètres de bord. Alors, c'est un volume plein. Et en même temps, à l'intérieur de ce volume plein, qui est le corps vital, c'est le périsprit. Bon, sauf qu'on parle de périsprit quand on veut s'adresser à l'âme, et on parle du corps vital quand on parle du corps physique, mais c'est les mêmes structures atomiques. Alors, ça commence d'un côté de ma main, ça finit de l'autre bord, c'est plein à l'intérieur, c'est mon périsprit. Et le rayonnement va être l'aura. Mais dans l'aura, il n'y a que les expressions un peu frauduleuses de mon âme, finalement, et de mon périsprit. Alors, quand il y a une vibration de la conscience dans le périsprit, ça va s'adresser à certaines particularités du périsprit. Le périsprit n'est pas homogène. Alors, le périsprit, par exemple, qui va soutenir ta structure neuronique n'est pas la même chose que le périsprit qui va sous-tendre ta structure cutanée. Donc, la conscience ne peut pas s'exprimer partout dans le corps à la fois. Elle s'exprime dans une région, et cette région-là a la faculté de dépolariser les régions inférieures, et ça va amener jusqu'à une expression de la conscience dans ton doigt, ou dans ton poing, dépendant de ce qui va s'exprimer. Alors, la conscience, elle peut arriver par le centre coronaire, elle peut arriver par le Muladhara, elle peut arriver par le centre coronal, elle peut arriver par plusieurs points, mais normalement, chez l'être humain qui, présentement, va vers une phase supramentale, la conscience descend par le centre coronal, donc ce qui est au-dessus de ta tête, et qui gicle, et qui est en correspondance avec la glande pinéale. Si le périsprit est localisé dans la forme corporelle que j'ai, à quelques centimètres près, l'ego, ce qui est les mémoires les plus agglomérées de mon ego, sont polarisées où dans cette structure? La majorité des structures de l'ego va être localisée dans les sphères de l'hippocampe, dans une grande partie des sphères du cervelet, dans une partie du bulbe rachidien, dans une grande partie du thalamus, de l'hypothalamus, et dans une grande partie du système hormonal, donc de ton sang, et il se servira de siège de contrôle par le biais du cœur, les reins, le foie. Là est ton âme. Et C'est pourquoi souvent on détermine que le corps astral, lorsqu'il se détache, il y a un cordon, la corde d'argent qui relie bien souvent au nombril. Ça a souvent été replacé au niveau du nombril. Bien, c'est effectivement souvent au niveau du nombril. Ça peut être n'importe où ailleurs. Ça peut être par la tête aussi si tu sors par le centre coronal, habituellement dans un voyage astral inconscient. Pourquoi? Parce que c'est le sang. Et c'est par là aussi que le canal réincarnationnel a amené de ta mère la nourriture au niveau de ton corps physique, le nombril. Et bien souvent, il y a encore la trace vitale. Donc, on parle de corde d'argent parce que ça semble lumineux. si j'ai peur, c'est quel phénomène il s'exprime? Peux-tu me parler de la peur? Bon, la peur. La peur, c'est, j'ai expliqué souvent, et je vais faire référence à des mémoires des annales akashiques pour reparler de cette peur. La peur, c'est une friction dans l'âme. La peur, c'est une friction entre un désir et un désir anti-antagoniste. La peur, c'est une friction qui apparaît entre le désir d'être vivant et de ne pas être mort. Donc, l'être humain, dans la conscience de l'âme, n'exprime qu'un bidésir. L'être humain n'a pas la faculté d'exprimer un désir unique. Et un désir unique, soit dit en passant, est de l'intention. Mais ce n'est pas un désir. Je prends les mots encore pour exprimer. Mais si quelqu'un aurait un désir de faire une chose, et qu'il dit c'est tout, c'est pas un désir, c'est de l'intention. Mais l'être humain, la conscience astrale de l'âme, dont l'animal humain et l'humain, n'a absolument pas la faculté d'avoir un seul désir. Il a toujours un bidésir. C'est intimement soudé. Lorsque l'être humain a un désir, en réalité, il a deux désirs. Et c'est toujours comme ça. Et c'est la friction entre les deux désirs. Un désir et le désir anti-antagoniste, donc le bidésir. Le cœur même du bidésir est la peur. Maintenant, selon la puissance du bidésir, on aura une puissance équivalente au niveau peur. Je désire être riche, je désire donc ne pas être pauvre. Ça, c'est intrinsèque à l'humain, c'est le désir d'être riche, le désir de ne pas être pauvre. Alors, il aura peur d'être pauvre. Alors, il vivra, s'il commence à perdre de l'argent, il vivra l'angoisse, à cause du bidésir. Je désire être vivant, donc je désire ne pas être mort. Alors, à un moment donné, si tu le mets en joue avec une revolver, il aura peur. Parce que là, il vit la friction du bidésir. La peur, c'est le bidésir. Et c'est pourquoi l'être humain qui parvient à essayer d'exprimer que de l'intelligence, au nom de l'intelligence, va de plus en plus tendre à avoir de l'intention. Alors, il pourra ne pas aboutir dans l'intention, il n'a pas de libre arbitre.
Mais il ne souffrira pas de son manque d'aboutissement parce qu'il n'y a pas le désir anti-antagoniste à l'endo. Donc, il ne pourra pas subir de crainte. C'est comme si on regarde le projet ça. Pour moi, c'était intelligent qu'on fasse l'essai. Ça permettait de vérifier des gens, de vérifier le temps. Si ça n'aboutit pas, je m'en fous royalement. Je n'ai pas le désir anti-antagoniste. Je n'ai pas le désir que ça ne marche pas. Je n'ai pas ce problème. Donc, ça ne dérange pas. Donc, l'être humain qui vit comme ça n'a pas peur. Alors, on a toujours le phénomène, si tu sais mourir, tu sais vivre. Ouais. Mais si tu n'as pas de désir, dans le sens bidésir, tu ne peux pas avoir peur. Alors, si tu dis à quelqu'un, bon alors, comment pouvons-nous faire pour ne plus avoir peur? La question est déjà le fait que tu as peur. Mais puisque... Augmentant ton taux vibratoire, tu peux engendrer l'observation, et l'observation annule la peur. Tant que tu restes en phase d'observation, il n'y a pas de peur. La problématique, quand tu es en phase d'observation, tu es dans un état mental. Et le mental n'ayant pas encore, parce qu'il manque de cellularisation de certaines choses, le mental n'ayant pas encore la faculté de devenir le maître contrôleur à bord du corps physique, dans un état de mentalisation observatrice où la peur disparaît, tu risques de ne pas être efficace pour t'en sortir physiquement. Alors, tu te promènes quelque part et il y a un énorme chien qui veut t'attaquer, tu as peur, tu te mentalises, tu observes, et tu risques de ne pas être efficace pour t'en sortir. Paralysé par le fait que ce qui contrôle le corps physique, l'astral, ne peut pas être là pour contrôler, tu es mental, et que le mental n'ayant pas encore les cordes pour contrôler le corps physique, tu es réglé. En attendant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit développer des mémoires d'intervention qui vont faire en sorte que tu deviens mental juste assez pour te libérer du stress de la peur. Il peut y avoir encore la peur, mais tu n'auras pas la panique. Et là, la mémoire d'intervention, le stéréotype même de l'agissement dans l'événement, entre en ligne de compte. Et puis là, si tu as déjà travaillé avec des chiens ou prévu comment tu réagirais avec des chiens, eh bien, la mémoire d'intervention te permet d'être efficace. C'est pourquoi l'être humain doit de plus en plus, doit continuellement travailler la mentalisation, c'est-à-dire la faculté que son mental peut développer de prendre le contrôle du système endocrinien du corps physique. Et c'est pour ça, lorsque je parlais tout à l'heure justement du jeu, deviens mental et essaie de parler à un enfant. Deviens mental et fais ta cuisine. Deviens mental et passe l'aspirateur. Deviens mental et va jouer au badminton. Pour que dans un état mental, tu obliges toujours la pratique de ton corps physique en conservant un état mental. Comme dernièrement, on a fait un jeu de guerre qui devait durer et s'étendre. Alors, on avait 10-15 personnes placées à peu près 1 kilomètre de deux campements. Et les deux campements, chaque groupe ne savait pas où était le campement adverse. Et l'enjeu était de rester humain, à être humain, de travailler toutes les techniques PMC et de capturer tous les ennemis. Il y a des radios communiquées. C'est impeccable. Et donc, ils sont très, très loin. Dans la journée, ils doivent pratiquer des exercices PMC, etc. Puis en même temps, ils peuvent aussi se faire attaquer, ce qui en rend un stress. Normalement, l'individu, ce genre de jeu est un jeu pour t'obliger justement à rester mental, à ne pas te laisser asservir par les archétypes astrales de guerre, de puissance, donc de pouvoir, de vaincre, etc. Et là, l'individu qui parvient à être mental tout le long d'un jeu comme ça, cellularise. La journée que, bon, après quelques exercices de ce genre, c'est évident que lorsqu'à un moment donné, l'individu arrive à avoir peur, il observe, donc il se mentalise. Et une fois mentalisé, il n'a plus peur. Et maintenant, il regarde ce qui lui fait peur en pleine face, puis il est tout à fait efficace pour le régler. Et bien souvent, ce qui va rayonner va régler le problème. Mais si ça ne rayonne pas, c'est que tu es mental et incapable d'agir. Et là, le chien devient dangereux. Alors, ce genre d'exercice est une pratique comme ça, ce que les individus devaient observer. La majorité ont pu observer, effectivement, comment que l'ego était puissant. Bon. Mais n'empêche qu'ils ont observé ça, donc ils ont grandi encore plus haut. Parce qu'ils ont la faculté de l'observer même dans des jeux comme ça. Ça veut dire que les prochaines étapes, ça va être des étapes où ils vont vaincre. L'individu doit se mettre en situation. Ce sont des initiations. On n'annonce pas initiation. Ce sont des initiations. Et justement plus dangereuses, en ce sens que tu peux facilement te faire jouer sans t'en rendre compte. Mais si tu te rends compte que tu t'es fait jouer, tu gagnes.
Et là, lentement, le mental finit par prendre le dessus sur la peur. La peur, c'est une caractéristique hautement animale. C'est pour remplacer la conscience. Ça engendre la prudence. Mais tu dis la peur, origine du bidésir. Mhm. Tout ce qui est dans la création vit de la polarité. Non. Il y a de la polarité qui existe. Autant il y a l'homme, il y a l'anti-homme, il y a l'énergie supramentale, puis il y a de l'anti-énergie supramentale à quelque part. Ah oui? Probablement. Il y a sûrement un rapport de polarité dans la création. Ça se peut Non. pas. Tout est unidimensionnel, sauf dans l'espace plus froid où on est. Voilà. Eh bien, comme ça, la peur est un phénomène uniquement humain, Ouais. qui est né du frottement de la différenciation, de la polarisation qu'on vit. Ouais. Et tu dis qu'il n'y a pas de polarisation qui existe à des niveaux supérieurs. d'énergie. Au-delà de notre univers, non. OK. Considération future. Maintenant, Comment tu fais? maintenant, un autre phénomène humain qui serait intéressant que tu nous parles, ce serait la jalousie. Qu'est-ce qui se passe et où se localise, par exemple, la peur ou la jalousie dans le père-esprit quand ça s'exprime et qu'est-ce que la jalousie? Bon, la jalousie, c'est l'expression de l'amour de l'homme. La jalousie, c'est la plus grande expression de l'amour psychologique de l'homme. C'est la plus valeureuse expression de l'amour psychologique de l'homme, c'est la jalousie. La jalousie, c'est la finalité de l'amour psychologique de l'homme. C'est la plus belle expression de l'amour psychologique de l'homme, la jalousie, elle se loge nécessairement dans la structure même de l'ego. La jalousie, c'est un amour extrêmement puissant qui se développe au cœur même de l'ego, et c'est la jalousie qui permet aux structures de l'ego de pouvoir se maintenir. Lorsque l'enfant expérimente différentes mécanicités, il expérimente des choses, et toutes les choses similaires vont créer des mémoires à l'intérieur de l'âme, des mémoires qui vont s'agglomérer. Maintenant, il y a différents agglomérats dans l'âme. Et l'émotion vécue à l'intérieur de ces mémoires, les tourbillons, plus il y a d'agglomérats disparates dans l'âme, chaque fois qu'une nouvelle information rentre, ça crée un remous là-dedans. Et ce remous est une expérience intra-amique qui est l'émotion. plus il y a d'émotions de créer, plus il y a de relations possibles entre les différents agglomérats qui saillissent. Parce que l'agglomérat lui-même, l'agglomérat du chat, à force de voir le chat, les seins de sa mère ou le biberon, les couches, la bonne femme, la tante, la maison, son parc, le bonhomme, Par contre, ça vit des émotions et ça crée lentement une enveloppe émotive. L'amour. Et l'amour commence à attirer parce que c'est similaire. Ce qui est vécu au niveau émotif est similaire. Alors, ce qui est dedans ne s'attire pas du tout, il y a même une répulsion. Mais l'enveloppe expérientielle émotive commence à créer une impression qui les attire. L'ego va commencer à se former. Va former encore. Et lentement, ce qui est similaire, les beaux plaisirs, ça va se toucher. Et puis, par dégradation, quelque chose qui ne peut pas aller là, mais qui peut aller là un peu à cause de l'affinité d'amour. Et lentement, il va y avoir une expérimentation de ce contact-là. C'est très faible. Et pouf, ça se brise. Parce que quelque chose d'autre vient de frapper l'ego de l'enfant. Et ça va engendrer un amour encore plus puissant. L'expérience émotive de l'expérience émotive de l'expérience. Et ça, c'est ce qui porte le nom de jalousie. Et c'est ce qui va faire en sorte que malgré la répulsion, on va se coller. Et là, lentement, tous ces agglomérats vont engendrer une structure qu'on appelle l'ego. Et l'ego est un amoncellement parfait de jalousie. De ce fait, lorsque l'ego veut exprimer ce qu'il est dans l'extérieur, il commence par vivre les mêmes processus d'évolution. Alors, il va observer un agglomérat, le corps d'un autre, une plante, une maison, c'est un agglomérat de matière. Il va l'expérimenter, le goûter. Et lentement, ça va rentrer en affinité, et ce qu'il va expérimenter de l'événement crée une perturbation intra-amique, une émotion, et ça crée un nouvel agglomérat qui va avoir sa place quelque part dans l'ego, possiblement, et c'est accolé. Mais ça doit être nourri. Et pour être nourri, ça a besoin de la chose à l'extérieur, qui continue à amener l'information, et ça le grossit. Lentement,
notre ego finit par projection, aimer la chose. Mais en réalité, ce n'est pas la chose qu'il aime, c'est la stimulation que la chose suggère chez lui. Je le dis souvent, il n'aime pas la fleur, il aime l'impression que la fleur fait chez lui. Quand la fleur est fanée, il la jette, il n'y a plus l'impression. Il prend une nouvelle fleur, et là, il aime l'impression. Alors, il pense aimer la chose. Et là, c'est le début de l'amour. Mais lentement, la chose peut aussi être séparée de l'individu. Et c'est là que l'amour s'exprime en plus fort pour essayer de l'attirer. Et cet amour porte le nom de jalousie. Et c'est la jalousie. C'est de l'amour. Est-ce qu'il existe... L'amour psychologique, évidemment. Ça fait souffrir, comme tous les phénomènes égoïques. Mais c'est un phénomène d'attraction, une tentative d'attraction d'agglomérat pour s'auto-nourrir. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes, autres qu'humains, mais à des niveaux énergétiques plus hauts, qui expriment l'équivalent de la jalousie? Bon. Est-ce que le plan supramental peut être jaloux? Voilà. Oui. Et ça s'exprime comment? Je prends le terme jaloux parce que, disons qu'on pourra penser que l'expression supramentale d'une mécanicité ressemble à une expression similaire chez l'homme, qu'on appelle chez l'homme jalousie. Ce n'est pas tout à fait de la jalousie. C'est comme quand je parle d'amour intelligent, eh bien, c'est évident que, par exemple, tu te promènes sur la rue, quelqu'un glisse, tu l'aides. Alors, l'humain va dire, ah, ben, regarde, il aime comme tout le monde. Non, il aime pas comme tout le monde. Alors, quand je parle de jalousie, c'est un peu pareil. Il y a une nuance à faire. Okay. Alors, la jalousie supramentale, c'est un protectorat. Ce n'est pas la même chose. C'est un protectorat. On peut retrouver des traces de similitude encore dans la jalousie humaine, mais quand même, elle reste intelligente. C'est un protectorat, c'est-à-dire que ça ne souffre pas, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas l'être humain supramental qui va vivre cette jalousie-là. Ça se vit au-delà de l'homme, ça se vit dans l'intelligence supramentale. Ça peut être exprimé par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui la vit, c'est au-delà, dans l'intelligence supramentale. Une affinité avec une biologie particulière, une affinité avec un corps physique et un système endocrinien, un système neuronique pour permettre l'expression de l'intelligence. Une affinité, autrement dit, avec un corps intelligent. Un corps permettant l'expression de l'intelligence. Alors, il y aura une affinité telle que cela va engendrer un protectorat. L'intelligence supramentale devient jalouse. Ce n'est pas une jalousie à chicane, évidemment. Ça voudrait dire que l'énergie qui descend dans le corps de l'homme, supramentale, va finir par éclabousser et engendrer une espèce de mur protecteur autour. Alors, ça devient un protectorat. Et qu'est-ce que ce protectorat fait? Cela va faire en sorte que pardon, l'intelligence supramentale va régler les assauts astrales en fonction exclusive de ce qu'elle a besoin comme manipulation dans la structure égoïque ou corporelle de l'individu pour permettre à l'individu de se libérer encore plus rapidement des structures astrales. Alors, cela veut dire que cet individu-là devient donc intéressant pour la force supramentale. On pourrait dire dans le langage de l'homme importante, mais ce n'est pas juste. Ça devient utile, et ça n'a pas besoin d'être plus loin qu'utile. C'est suffisant pour que toute intelligence supramentale se mobilise. C'est utile. Mais dans le langage, disons, émotif de l'homme, on pourrait dire important. Et ça devient une forme de jalousie en ce sens que l'astral ne peut pas récupérer l'individu comme il récupérerait n'importe qui n'est pas encore suffisamment en contact avec le plan supramental pour que l'intelligence supramentale devienne jalouse. Et ça peut faire en sorte aussi que l'intelligence supramentale, dans sa jalousie, te rende malade, te démolisse amplement. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de ton corps physique et elle va s'arranger pour conserver ton corps physique contre ton ego. Alors, en t'attaquant, elle attaque l'ego. En attaquant l'ego, elle anégoïse celui-ci. Donc, dans la phase d'anégoïsation involutive, vibratoire, elle permettra à l'ego de devenir le lobe éthérique. Donc, elle permettra à l'ego d'évoluer. Mais ça, l'ego ne le sait pas. Il ne comprend pas la mécanique. Quand un ego comprend la mécanique, il se met carrément à genoux devant le Père dans les cieux, c'est-à-dire qu'il se met carrément à genoux devant l'intelligence, et il ne souffre même plus. Ça va venir, mais il faut quand même qu'on se laisse le temps. Alors, cette jalousie peut même rendre un individu malade, en ce sens que le corps physique est trop important. L'individu a trop de potentiel de puissance que le corps ne servira pas à l'ego comme l'ego voudrait s'en servir.
jalousie supramentale. Du point de vue bouddhique, c'est un peu la même chose. Du point de vue intentionnel, il n'y en a pas. Quel va être le protectorat bouddhique? C'est ce que vous avez la création dans son ensemble, quoi? Non, le protectorat bouddhique va être une servitude de l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qui entoure l'individu qui a un protectorat bouddhique va tomber en amour. Mais un amour qui sera psychologique et qui quand même pourra dénoter du respect. Un amour craintif. Alors les individus qui rencontrent une personne qui a un protectorat bouddhique craindront l'individu, mais en n'auront pas peur. Un peu comme on disait dans la religion, tu dois craindre ton Dieu. Alors tu l'aimeras en ayant peur, sans avoir peur. La peur est l'antichambre de la haine, des fois aussi. La haine, c'est quoi? La haine, c'est encore de l'amour. Mais la haine, c'est l'expression de la frustration de l'ego au travers l'amour. Tu ne peux pas haïr quelque chose que tu n'as pas aimé. C'est impossible. C'est sûr que tu peux rencontrer une personne, l'haïr la première fois que tu la rencontres, mais elle te rappelle quelque chose que tu as aimé. Or, tu n'en es peut-être pas conscient, mais tu ne peux pas haïr quelque chose que tu n'as pas aimé. Quelque chose qui n'est pas similaire. Alors, étant donné que tu voulais t'abreuver dans ton amour d'une certaine chose, tu as même pu être jaloux. Donc, tu vas amplifier ton amour au maximum pour attirer au maximum ce que tu aimais. Et si ça n'a pas fonctionné, alors tu vis une expérience intra-amique extrêmement déplaisante. Et nécessairement, il y a une partie de ton expérience intra-amique qui voudra quand même se nourrir. Et vu que tu ne peux pas l'approcher par l'amour, tu vas l'approcher par l'amour, mais l'amour qu'on appelle la haine. Tu vas te nourrir quand même de l'autre, mais en l'haïssant, plutôt qu'en l'aimant. Tu dis que la jalousie était un phénomène qu'on pourrait qualifier le phénomène d'agglomération des... C'est la structure constituante de l'ego. Voilà. C'est la jalousie. Est-ce que la haine est un moment dans le stade de négoisation, de dissociation, d'éclatement de l'ego? Est-ce qu'on peut dire que la haine est une correspondance? Non, la haine, elle permet surtout une terrestrification plus prolongée des matières réincarnées. La haine, elle permet de mobiliser. La haine nourrit plus le monde de la mort que l'amour. Bon. La haine, c'est au-delà de la jalousie. C'est encore de l'amour, tout à l'heure, je l'ai dit. La haine, c'est encore plus puissant. Et ça nourrit plus encore le monde de la mort que l'amour, ce qui fait que la haine peut dynamiser pendant un laps de temps encore plus long que l'amour les facteurs qui vont voir à la terrestrification des processus réincarnés. Cela veut dire que tu peux vivre 50 ans en aimant, 60 ans en étant jaloux, puis 120 ans en haïssant quelqu'un. Intéressant. On va te laisser plus longtemps sur la planète Terre, étant donné que tu nourris, et tu vas pouvoir mobiliser plus d'énergie vitale pour conserver ton corps physique, même si tu le détruis. Alors, par la haine, tu peux te sortir de problèmes que par l'amour, tu ne pourras pas te sortir. Les affinités vibratoires de cette énergie-là dans le monde de la mort, il doit y avoir des agglomérats, des égrégats de haine qui existent. Est-ce que c'est en affinité avec le phénomène arimanien? Non. Ahriman, c'est une mécanicité qui provient des forces satanéennes. Et Ahriman, c'est un personnage qui a été créé par la projection de formes pensées qui a été engendrée par des vieux cultes sataniques. Et lentement, on a voulu personnifier les phénomènes satanéens et on a qualifié lentement certains phénomènes satanéens pour pouvoir projeter l'image d'un personnage plus ou moins extraterrestre qui aurait la faculté de contrôle sur la luxure de l'homme et qui aurait la faculté de contrôle par l'hypocrisie sur la possibilité terrestrificatrice qu'a l'ego. Autrement dit, sur les forces sataniques ou satanéennes. Lentement, à force d'engendrer des structures dans le genre, on a fini par créer en projection un égrégore relativement personnalisé et puissant, Ahriman, qui appartient d'ailleurs aux forces shambhaléennes et qui a été placé là-bas comme contrôleur par ces personnages. Et lentement, on a donc séparé, il y a une scission par projection de forme de pensée entre les forces ahrimaniennes, la luxure, ce qui peut lentement dans l'âme de l'homme finir par obliger l'humain de devenir avare et à rechercher le luxe
Et on l'a différencié des forces athénéennes qui collectivisent l'homme, des forces démoniaques et des forces belzébusiennes. Dans l'Antiquité, on avait diabolos, qui est un terme qui désignait aussi Satan, soit en grec, soit en latin, etc. Mais à travers étant donné qu'on prend un autre mot d'une autre langue, veut pas lentement, on crée un autre onde de forme et on engendre une autre personnification. Donc, ce qui fait qu'après ces quelques milliers d'années, quand on parle du diable, quand on parle du démon, quand on parle de Belzébuth, quand on parle d'Ariman, quand on parle de Lucifer, quand on parle de Satan, c'est toutes des choses différentes. Ariman, donc, ce n'est pas une question de haine, quoique Ariman haït effectivement l'homme d'une façon commensurable, mais presque incommensurable. Dans le processus d'implosion du monde astral qui est supposé s'exprimer d'ici à quelques 400 ans, à peu près. C'est une petite chose comme ça intéressante, c'est qu'Ariman haït l'homme autant que les gargouilles. Est-ce que ce sont des extensions d'affinité des gargouilles? C'est des mélanges de phénomènes démoniaques et arimaniens. Okay. Placé en enfer, ça va de soi, c'est-à-dire là où certains spirituels pensent qu'il y a le paradis, le centre de la terre. L'implosion du monde astral va provoquer dans le phénomène arimanien aussi une crise d'existence. Donc une polarisation excessive à un moment donné de ces énergies-là pour se réénergiser. Qu'est-ce que ça va engendrer sur une échelle de 400 ans dans le phénomène humain, cette polarisation-là du phénomène arimanien? Bon, il y a évidemment à tous les niveaux, arimaniens, satanéens, etc., qui vont être polarisés extrêmement par la dissolution des capacités qu'aura l'homme d'exprimer de la haine, d'exprimer de l'amour psychologique, d'exprimer de la jalousie, d'exprimer de l'angoisse, d'exprimer de l'ennui, qui vont lentement être défaites par le fait, par l'évolution de l'homme. Ce qui va arriver, premièrement, il va arriver une croissance majeure, évolutive de tous les peuples sous-développés. C'est le premier palier de la réaction arimanienne et satanéenne. Croissance majeure évolutive. Une croissance, une poussée majeure dans l'évolution des peuples sous-développés. Premièrement. Alors, plus le Québec, plus les États-Unis d'Amérique, plus l'Union des républiques socialistes soviétiques, entre autres, vont se réchauffer, plus il y aura d'évolution. Et plus il y aura d'évolution, plus il y aura d'humains qui vont devenir mentales. Plus il y aura d'humains qui vont devenir supramentalo-mentales. Et moins il y aura d'humains dans ces sphères qui vont exprimer la luxure, qui vont exprimer la jalousie, qui vont exprimer la haine, qui vont exprimer ce genre de choses. Il y aura toujours des minorités élitiques, piscéennes, qui resteront assujetties et qui risquent à un moment donné d'envoyer les différents pays vivant la même évolution en guerre les uns contre les autres. Un peu comme ça a toujours été, on avait des différentes religions qui parlaient de paix et qui se pétaient les unes les autres parce qu'il fallait que ce soit lui qui dise qu'il fallait vivre en paix, pas l'autre. Bon. Cette mécanicité va nécessairement priver les contingences égrégoriennes, arimaniennes, satanéennes, démoniaques, lucifériennes, etc., de nourriture. Et nécessairement, cela va permettre à ces structures chambaléennes et agarciennes qui deviennent de plus en plus satanéennes pour nous autres, de commencer à s'occuper des peuples sous-développés de façon à les réchauffer jusqu'à un point où les peuples vont commencer à souffrir un peu plus. Les peuples sous-développés, présentement, ne souffrent pas. Pas autant que nous. Ils sont dans la misère, mais ne la voient pas. Alors, donc, les peuples sous-développés vont commencer à se révolter. Ils vont nécessairement se révolter contre les riches, parce que là, ils vont vouloir avoir ce que les riches ont. Et c'est d'ailleurs ce qui va déclencher, ce qui risque fortement de déclencher le phénomène de la Troisième Guerre mondiale, ce qui va entraîner par après les grandes puissances. Et ça va permettre à une quantité phénoménale d'humains, beaucoup plus qu'il y a d'humains, disons, développés aujourd'hui, parce que le 2/3 monde, qui est finalement le tiers-monde, est beaucoup plus grand en termes d'humains sous-développés que d'humains développés, et ça va engendrer une force extrêmement puissante pour nourrir ces contingences. Alors donc, Shambhala et Agartha vont recommencer à faire ce qu'ils ont fait pour nous. Ils vont permettre à une humanité plus basse d'évoluer plus rapidement avec l'intermédiaire de grands maîtres, etc., jusqu'à un point où ces gens-là vont être... on va leur ouvrir les yeux, après ça, on va disparaître, puis on va les laisser foirer là. Alors là, ils vont souffrir énormément. Là, ils vont vouloir inventer des ci, des ça, faire des guerres à ceci ou à cela. Ils vont avoir de grands problèmes. Ils vont avoir des crises de développement majeures. Et ça va renourrir, et ça va donc tempérer pendant un laps de temps la polarisation dangereuse qui va apparaître. On pourrait revenir lors de la troisième partie, étant donné que c'est fini.